Il y a du bois de chauffage et de la nourriture pour 2 semaines. Je pars aux Maldives avec mon petit ami et je prends chaque euro de tes économies, a dit ma femme, debout dans la porte ouverte d'un BMW X5 au moteur tournant, tandis que la neige s'accumulait dans ses cheveux. Derrière elle, sur le siège passager, un homme sur lequel j'avais passé 3 semaines à enquêter discrètement portait ses lunettes de soleil au beau milieu d'une tempête de neige, comme s'il avait déjà un pied sur une piste de décollage. Oh, et j'ai changé les serrures de ton appartement, a crié Margot par-dessus le vent, des graviers giclant sous les pneus alors qu'elle montait à bord. Ne te donne pas la peine d'essayer de rentrer avant notre départ. Je me tenais sur le porche d'un chalet à près de 320 km de Lyon, 12 jours après qu'on m'ait retiré l'appendice, une rangée d'agrafes chirurgicales cicatrisant encore sous ma chemise. J'ai regardé ses feux arrière disparaître à la lisière de la forêt, et j'ai souri. Car Margot n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry dans 6 heures. Je m'appelle Alexandre Beaumont. J'ai 41 ans et, jusqu'à il y a 4 mois, j'étais le directeur des opérations et associé du groupe Châtelain, une entreprise de logistique commerciale et d'entreposage dont le siège se trouve près du boulevard périphérique Nord. Je l'avais aidé à passer de 11 employés travaillant dans un petit centre commercial de Villeurbanne à plus de 400 personnes, avec un portefeuille de centres de distribution s'étendant de Saint-Étienne à Grenoble. J'utilise le passé avec précaution, car d'ici à ce que vous terminiez cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi ce titre appartient au passé et pourquoi j'ai fait ce choix moi-même. Je conduis un Renault Espace de 5 ans. Je me fais toujours couper les cheveux chez le même coiffeur de la rue de la République où je vais depuis l'école de commerce. Et pendant 11 ans, j'ai cru avoir construit une vie avec la bonne personne. J'avais tort. Mais je veux être clair sur un point avant d'aller plus loin. Ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a été détruit et qui a rampé pour panser ses blessures. C'est l'histoire de ce qui arrive quand on sous-estime un homme qui a eu des semaines pour se préparer au moment exact que l'on croit être sa victoire. Avant de vous ramener à la façon dont tout a commencé, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si les histoires comme celle-ci, celle où le type discret de la pièce s'avère être la personne la plus dangereuse à la table, sont le genre de choses qui vous font revenir, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la prochaine. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo ce soir. Et si cette histoire finit par avoir de l'importance pour vous comme je le pense, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la patience est une arme en soi. Maintenant, retournons au chalet. Margot et moi nous sommes rencontrés lors d'une soirée de la Chambre de commerce de Lyon à l'hôtel Carlton, dans le centre-ville, il y a 11 ans. J'avais 30 ans, 3 ans de carrière au sein du groupe Châtelain, et je faisais encore mes armes aux opérations avant que l'entreprise ne décolle. Elle avait 28 ans, travaillait dans la location d'immobilier d'entreprise pour un cabinet sur la presqu'île, brillante d'une manière qui faisait que chaque pièce dans laquelle elle entrait se réorganisait autour d'elle. Elle a ri à propos de quelque chose que j'ai dit sur les tableurs. Un vrai rire, pas le demi-sourire poli que la plupart des gens faisaient à mes blagues. Et j'ai passé le reste de cette nuit-là convaincu d'avoir rencontré quelqu'un qui voyait le monde de la même manière que moi. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard lors d'une petite cérémonie au parc de la Tête d'Or. Ses parents avaient pris l'avion depuis la Bretagne. Ma mère a pleuré pendant tout l'événement parce que mon père n'avait pas vécu assez longtemps pour voir cela. Nous avons acheté une maison de ville dans le quartier de la Croix-Rousse, puis nous avons pris un logement plus grand près des Brotteaux. Une fois que la croissance du groupe Châtelain a commencé à se traduire par de vrais chiffres sur ma fiche de paie, environ 6 ans plus tard, Margot a arrêté son travail dans l'immobilier, décidant de se concentrer sur ce qu'elle appelait « construire notre vie ». Et je ne l'ai jamais remis en question, pas une seule fois, parce que je lui faisais confiance et parce que je travaillais 80 heures par semaine pour essayer de faire du groupe Châtelain un acteur régional puis quelque chose de plus grand. Pendant des années, notre vie avait un rythme que j'aimais sincèrement. Le dimanche matin, c'était l'heure des croissants d'une boulangerie du Vieux-Lyon et de l'avant-match de l'Olympique lyonnais qui jouait doucement en fond pendant que Margot faisait les mots croisés et que je lisais les rapports d'opération de la semaine. Elle me taquinait souvent sur le fait d'apporter du travail à la table du petit déjeuner et je la taquinais sur son esprit de compétition pour des mots de cette lettre. Nous avons fait un voyage à Bordeaux pour notre 5e anniversaire, dans les Alpes pour notre 8e. Et chaque année, le jour de l'anniversaire de notre rencontre à l'hôtel Carlton, elle laissait un petit mot sur mon bureau au groupe Châtelain qui disait simplement « ça en vaut toujours la peine ». Ce qui, avec le recul, semble presque cruel d'ironie. Mais à l'époque, c'était le genre de petites choses constantes qui rendaient une semaine de 80 heures de travail supportable. Ma mère l'adorait. Ma sœur Claire,
de 4 ans, ma cadette et vivant à Toulouse avec sa propre famille, disait souvent que Margot était la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux hommes par ailleurs ordinaires de la famille Beaumont. J'y croyais complètement. C'est la partie que les gens oublient de demander quand un mariage s'effondre dans une histoire comme celle-ci. Personne ne veut savoir à quoi ça ressemblait quand c'était bien, mais ça a été bien pendant longtemps, ce qui est exactement ce qui a rendu la rupture si difficile à voir venir. Au moment où je suis devenu directeur des opérations il y a 4 ans, avec une participation au capital qui a transformé mon salaire en quelque chose se rapprochant d'une petite fortune sur le papier. Notre vie ressemblait de l'extérieur exactement à ce que les gens veulent dire quand ils affirment que le rêve de la réussite existe encore en France, une maison de 4 chambres à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Une maison au bord du lac d'Annecy que nous visitions peut-être 4 fois par an. Un chalet près d'une petite ville appelée Les Rousses, dans les forêts de sapins du Jura, que le père de Margot nous avait laissé à son décès. Un endroit que j'aimais plus que presque n'importe où ailleurs sur Terre, parce qu'il y faisait calme, que ça sentait le cèdre et que c'était le seul endroit où mon téléphone ne semblait jamais avoir d'importance. Je veux que vous gardiez ce chalet en tête. Il a une grande importance pour ce qui va suivre. La première fissure dans les fondations est apparue un mardi matin de septembre, et elle s'est manifestée de la manière dont ces choses semblent toujours le faire, dans un détail si petit que j'ai failli ne pas le remarquer. Je vérifiais notre relevé conjoint BNP Paribas autour d'un café, une chose que je faisais une fois par mois plus par habitude que par méfiance. Et j'ai trouvé un prélèvement récurrent de 313 € par mois pour un certain « Cercle de Richesse Élévation », un nom que je ne reconnaissais pas, remontant à 4 mois. Quand j'ai posé la question à Margot ce soir-là, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. « C'est un programme de coaching », a-t-elle dit. « Un truc de développement personnel. » Ça ne t'intéresserait pas, j'ai laissé couler parce que 11 ans de mariage vous apprennent quel combat valent la peine d'être mené, et quelques centaines d'euros par mois pour quelque chose qui la rendait heureuse ne semblait pas en faire partie. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Elle s'était mise à fréquenter une nouvelle salle de sport dans le 6e arrondissement 3 matins par semaine et à rentrer à la maison 2, parfois 3 heures plus tard qu'une séance de sport ne devrait prendre. Son téléphone, qui avait l'habitude d'être posé face vers le haut sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle cuisinait, a commencé à disparaître dans son sac à main à la seconde où j'entrais dans une pièce. Et elle avait commencé à utiliser un prénom que je n'avais jamais entendu auparavant, Cyprien. Avec désinvolture, de la manière dont on mentionne quelqu'un dont on parle assez souvent pour oublier que l'autre personne ne l'a pas encore rencontré. Cyprien dit que j'ai un vrai don pour ça, m'a-t-elle dit un soir au dîner, à propos de rien. Et quand j'ai demandé qui était Cyprien, elle a répondu « Mon coach d'élévation ». Je t'ai parlé de lui. Sur un ton qui montrait clairement que c'était moi qui avais oublié quelque chose, et non elle qui ne m'en avait jamais parlé. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai fait ensuite, parce que je pense que c'est important pour comprendre la suite de cette histoire. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas fouillé dans son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche ni ne me suis pointé à l'improviste dans cette salle de sport du 6e arrondissement. J'ai passé ma carrière à diriger les opérations d'une entreprise qui transporte des marchandises à travers 9 régions. Et s'il y a une chose que ce métier vous apprend, c'est que la personne qui réagit en premier perd presque toujours. J'ai appelé un vieil ami de la faculté de droit, Gaspard Delacroix, qui avait monté un cabinet spécialisé en droit de la famille et en protection du patrimoine dans une tour de la Pardieu, et je lui ai demandé, hypothétiquement, à quoi un homme dans ma position devrait réfléchir. Il n'a pas édulcoré les choses. Hypothétiquement, a-t-il dit, tu trouves un expert comptable judiciaire avant de te mettre en colère. L'experte comptable judiciaire s'appelait Nadia Dubois, une experte comptable certifiée spécialisée exactement dans ce genre de fouilles discrètes, et je l'ai embauchée la semaine suivante sans dire un mot à Margot. Il a fallu 11 jours à Nadia pour me remettre un rapport qui a changé tout ce que je croyais comprendre de mon mariage. Le cercle de richesse élévation n'était pas un programme de coaching. C'était un fonds d'investissement non enregistré. Le genre qui promet des rendements de 18 à 22% par an par le biais de ce que son marketing appelait des actifs alternatifs diversifiés. Le genre de langage qui ne veut rien dire et cache tout. Margot ne se contentait pas de payer 313 € par mois pour des séances de coaching. Au cours des 11 mois précédents, elle avait viré un total de 56 120 € à partir d'un vieux compte de courtage à son nom de jeune fille, de l'argent dont j'ignorais qu'elle avait encore le contrôle et qui datait d'avant notre mariage, directement sur le compte d'exploitation d'élévation. Et l'homme qui le dirigeait, le Cyprien qu'elle mentionnait maintenant comme un vieil ami, ne s'appelait pas du tout Cyprien Laurent. Le rapport de Nadia,
croisée avec une recherche dans les bases de données que Gaspard a effectuée grâce à un contact à l'autorité des marchés financiers, AMF, a montré que son nom légal était Denis Laurent. Un homme ayant fait l'objet de jugements civils antérieurs sur la Côte d'Azur et en Île-de-France pour avoir proposé des offres de titres non enregistrés. Et, depuis 6 semaines avant que le rapport de Nadia n'atterrisse sur mon bureau, il faisait l'objet d'une enquête active de la police judiciaire de Lyon pour un système de fraude électronique s'étendant sur 4 régions. Le tout construit sur le même scénario, charmer des femmes riches et malheureuses dans des banlieues huppées, se positionner comme un gourou du bien-être et de l'investissement, et transférer lentement leur argent vers des comptes qu'ils contrôlaient avant que les taux ne se resserrent et qu'ils ne disparaissent dans la ville suivante. Je suis resté assis longtemps dans mon bureau à domicile avec ce rapport. Pas en colère, pas encore, juste immobile. De la même façon qu'on le devient quand une pièce s'imbrique enfin dans un puzzle qu'on ne savait pas qu'on était en train de résoudre depuis des mois. Ma femme n'avait pas seulement une liaison. Elle finançait une escroquerie. Et d'après le modèle de retrait que Nadia avait signalé sur notre compte conjoint, commencé à peine 3 semaines plus tôt, elle commençait à transférer notre argent commun aussi, pas seulement le sien. J'ai rencontré Nadia en personne la semaine suivante dans un café de l'avenue Jean Jaurès, assez loin de nos 2 bureaux pour que personne de notre connaissance ne passe devant la vitrine. C'est une femme compacte et précise, le genre qui parle d'une fraude à 6 chiffres de la même manière que la plupart des gens parlent d'une liste de courses. Elle a étalé 3 pages imprimées sur la table entre nous. Ce n'est pas une entreprise de coaching, Alexandre, a-t-elle dit. Il n'y a pas de produit. Il n'y a pas de service rendu. L'argent provient de ce qui ressemble à 40. Peut-être 50 comptes individuels répartis sur au moins 4 régions. Et il repart selon des schémas qui n'ont de sens que si les nouveaux dépôts remboursent les promesses faites aux précédents. Ce n'est pas un fonds d'investissement. C'est une roue. Et à un moment donné, elle s'arrête de tourner. Je lui ai posé la question que j'évitais depuis que le rapport était arrivé dans ma boîte de réception. Margot savait-elle vraiment dans quoi elle investissait, ou n'était-elle qu'une victime de plus, au même titre que les autres femmes de ce tableur? Nadia est restée silencieuse un moment avant de répondre. D'après la chronologie des transferts et le fait que 2 des virements de votre compte conjoint ont été initiés la même semaine où elle a commencé à utiliser son prénom au dîner. Je pense qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je ne pense tout simplement pas qu'elle sache déjà que vous êtes au courant. C'est ici que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose sur la façon dont j'ai été élevé. Mon père a dirigé une société de courtage de fret à Vénissieux pendant 30 ans avant de mourir. Et la chose qu'il m'a dite plus d'une fois, assis à la table de sa cuisine avec un bloc-notes et une tasse de café noir, c'est que l'homme qui gagne une négociation est celui qui est déjà préparé à l'issue avant même que l'autre partie ne sache qu'une négociation est en cours. Donc, au lieu de confronter Margot, au lieu d'une dispute hurlante dans notre cuisine de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, j'ai passé les 6 semaines suivantes à faire tout autre chose. Je me suis préparé. J'ai revu Gaspard 3 autres fois officieusement à son bureau après les heures de travail. Ensemble, nous avons rédigé les documents pour une fiducie irrévocable, et j'ai transféré la majeure partie de mes économies personnelles, l'argent que j'avais gagné grâce aux distributions de capitaux propres du groupe Châtelain au cours des 4 dernières années, soit environ 2 208 000 €. Dans cette fiducie, Gaspard agissant lui-même en tant que protecteur de la fiducie. C'est tout à fait légal, entièrement documenté, et cela s'est passé des semaines avant que quiconque n'essaie d'y toucher un centime. J'ai laissé un compte courant conjoint avec 34 960 € dessus, intact, et ayant exactement la même apparence que d'habitude, car je voulais que Margot croie que l'argent qu'elle pensait voler était la vraie mise. Je suis également allé voir Gauthier Lemaire, le président du groupe Châtelain et l'homme qui avait été mon mentor depuis mes 27 ans. Et je lui ai confié confidentiellement mon intention de démissionner de mon poste de directeur des opérations et de convertir le reste de mes capitaux propres en un rachat structuré, avec effet au printemps suivant. Je ne fuyais pas l'entreprise. Je m'assurais que si mon mariage devenait un naufrage public, il n'entraînerait pas la structure du capital du groupe Châtelain dans sa chute, et je m'assurais que ma participation était liquide, protégée et totalement hors de portée de quiconque viendrait chercher des biens communs à diviser. Et puis il y avait la question de Gaspard qui déposait quelque chose de complètement différent. Quelque chose que Margot n'a jamais vu venir et honnêtement quelque chose que j'espérais ne jamais avoir à utiliser, une requête sous serment devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une ordonnance restrictive temporaire d'urgence contre la dissipation des actifs matrimoniaux. Déposée sous scellé, sur la base de preuves documentées qu'un conjoint transférait activement des fonds communs à un tiers faisant l'objet d'une enquête pour fraude.
La France est un pays régi par le régime de la communauté de biens, ce qui signifie que les juges ont un réel pouvoir d'appréciation pour accorder une part disproportionnée du patrimoine conjugal lorsqu'un conjoint peut prouver que l'autre gaspillait ou cachait des actifs de mauvaise foi. Gaspard a fait signer l'ordonnance par un juge un jeudi après-midi. Elle devait prendre effet à l'instant où elle serait signifiée, gelant chaque compte conjoint, chaque carte conjointe, tout, au moment même où Margot ferait un geste pour les utiliser. Il ne nous manquait plus que le bon moment pour la lui signifier. Nous ne savions pas encore que ce moment serait un aéroport. Je veux ralentir un peu ici, car cette partie suivante est celle qui me glace encore les mains quand j'y repense, même si j'avais planifié presque tout ce qui l'avait précédé. J'ai commencé à avoir des douleurs au ventre un dimanche soir fin octobre. Le genre de douleur qui commence comme une crampe et se transforme en quelque chose qui vous empêche de vous tenir droit. À 2 heures du matin, j'étais aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Et à 5 heures, j'étais opéré pour une rupture de l'appendice. Je me suis réveillé groggy, agrafé, épuisé, et Margot était là, me tenant la main, me disant à quel point elle avait eu peur. Et pendant une heure dangereuse, je me suis laissé croire que j'avais peut-être mal interprété toute la situation. Puis, 2 jours plus tard, alors que j'étais toujours en convalescence, sous analgésique qui rendait les contours du monde un peu flous, elle a suggéré le chalet. « Tu as besoin de calme », a-t-elle dit. Pas de stress, pas d'appel téléphonique du bureau. Juste du repos. Je t'emmène aux Rousses pour quelques semaines. Ça te fera du bien. J'ai accepté, en partie parce qu'un corps en convalescence n'argumente pas bien, et en partie parce que cela s'intégrait mieux à mes propres plans qu'elle ne l'imaginait. Gaspard et Nadia savaient tous les deux exactement où je serais, et exactement quand l'ordonnance restrictive temporaire devait être prête à être signifiée. Être hors de la maison, hors de Lyon complètement, signifiait que Margot croirait avoir le champ libre pour agir selon son propre calendrier, ignorant que son calendrier et le mien étaient sur le point d'entrer en collision. Ce que je n'avais pas prévu, ce qui m'a sincèrement pris au dépourvu, même après tout ce que Nadia et Gaspard avaient découvert, ce fut la cruauté de ce qui s'est passé une fois sur place. Nous sommes arrivés au chalet un mardi. Un front froid avait balayé le Jura cette semaine-là, le genre de fort gel rare qui déverse 5 à 7 cm de neige sur les forêts de sapins, peut-être une fois tous les quelques hivers. Et le mercredi matin, toute la propriété était recouverte d'un manteau blanc. Le chemin de gravier pour entrer et sortir était à peine visible sous les congères. Je me déplaçais encore lentement, toujours sensible autour de mon incision, dépendant encore de Margot pour m'aider à monter les marches du porche. Elle s'est montrée presque tendre cette première nuit, m'apportant de la soupe qu'elle avait chauffée sur le poêle à bois, bordant une couverture supplémentaire autour de mes épaules pendant que je somnolais sur le canapé. Et une petite part stupide de moi-même m'a laissé en profiter, même en sachant ce que je savais. Le mercredi, elle a pris un appel à l'extérieur, sur le porche, pendant près de 40 minutes malgré le froid. Et lorsqu'elle est revenue, ses joues étaient rouges d'une façon que le climat seul n'expliquait pas. Le jeudi matin, elle m'a dit qu'elle devait se rendre aux Rousses pour faire des courses et acheter des analgésiques, et elle a disparu pendant presque 5 heures pour un trajet qui nécessitait 20 minutes aller-retour. Je n'ai pas posé de questions. Je savais déjà que les réponses me parviendraient par d'autres moyens. Gaspard avait envoyé un message sur mon appareil satellite la veille au soir. Une seule ligne, les cartes ont montré une activité près des Rousses ce matin. Maintenez la position. J'ai compris, assis sur ce porche à regarder la lisière de la forêt, que quoi qu'il fût sur le point de se produire, le processus avait déjà été enclenché avant même qu'elle ne m'adresse la parole en face. Le jeudi après-midi, un BMW X5 que je ne reconnaissais pas s'est garé dans l'allée. Et Denis Laurent, se faisant appeler Cyprien, est sorti du siège du conducteur, portant des lunettes de soleil en pleine tempête de neige, comme s'il posait pour une brochure. Margot est sortie du chalet derrière moi en portant un sac de voyage que je ne l'avais pas vu préparer. Et c'est laquelle a prononcé les mots qui ont ouvert cette vidéo. Il y a du bois de chauffage et de la nourriture pour 2 semaines. Je pars aux Maldives avec mon petit ami et je prends chaque euro de tes économies. Elle m'a dit qu'elle avait déjà fait venir un serrurier à notre appartement du centre-ville, celui que le groupe Châtelain me louait près du bureau pour les nuits où je travaillais trop tard pour rentrer à la maison, et qu'elle avait changé chaque serrure. Elle m'a annoncé que mon téléphone, qu'elle avait pris sur la table de nuit ce matin-là sous prétexte de devoir y vérifier quelque chose, restait avec elle parce que, selon ses propres mots, tu n'en auras pas besoin là où tu restes. Puis elle est montée sur le siège passager, à côté d'un fraudeur recherché, et ils sont partis dans la neige, laissant un homme de 41 ans, 12 jours après une chirurgie abdominale,
seul dans un chalet à près de 320 km de toute personne sachant où il se trouvait. Sauf que ce n'était pas tout à fait vrai, car 2 personnes savaient exactement où j'étais. Je suis resté sur ce porche un long moment après la disparition du X5, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir, à savoir du calme. Non pas parce que je n'étais pas furieux. Je l'étais, d'une manière sourde et constante dans ma poitrine plutôt que bruyante, mais parce que tout ce qui se passait sous mes yeux correspondait presque au jour près à ce que Gaspard. Nadia et moi avions planifié depuis que ce rapport d'expertise avait atterri sur mon bureau des semaines plus tôt. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis assis prudemment à la table de la cuisine du chalet et j'ai sorti un petit étui étanche du fond de mon sac de sport, le seul sac que Margot n'avait pas pensé à fouiller, parce que pourquoi l'aurait-elle fait? À l'intérieur se trouvait un communicateur satellite Garmin InReach, le genre d'appareil que les chasseurs et les randonneurs emmènent dans les endroits non couverts par le réseau cellulaire. Quelque chose que j'avais acheté des années auparavant pour la saison de la chasse aux cerfs et dont je n'avais jamais parlé à personne parce que le sujet n'était simplement jamais venu sur le tapis. J'ai envoyé 2 messages. Le premier est allé à Gaspard, elle a fait son mouvement. Chalet, pas de véhicule, pas de téléphone. Signifie l'ordonnance à la seconde où les cartes sont utilisées. Le deuxième est allé à un homme nommé Henri Dupont, un garde-chasse à la retraite qui s'était occupé de la propriété du chalet pour le père de Margot pendant près de 20 ans, et que j'avais discrètement appelé 2 jours plus tôt, avant même que nous n'ayons quitté Lyon. Juste pour l'informer de notre présence et lui demander s'il pouvait passer vendredi vérifier le poêle à bois. Henri s'est pointé vendredi matin dans un Dacia Dusté équipé de chaînes à neige, a jeté un coup d'œil à ma ligne d'agrafe et à la couleur de mon visage, et m'a conduit lui-même pendant les 40 minutes jusqu'en ville, sans poser d'autres questions que « Votre femme sait que vous partez sans elle ?» J'ai passé cet après-midi-là et la majeure partie de la soirée dans le bureau de Gaspard, sur haut-parleur avec Nadia, à regarder un plan en préparation depuis 6 semaines atteindre enfin le moment pour lequel il avait été conçu. Margot et Denis avaient réservé un vol Qatar Airways au départ de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, décollant le soir même, avec une correspondance via Doha jusqu'à Malé, la porte d'entrée internationale la plus proche des Maldives. Ce que Margot ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'au moment même où Denis et elle tenteraient d'enregistrer un seul bagage ou de passer une seule carte liée à nos comptes conjoints. L'ordonnance restrictive d'urgence que Gaspard gardait sous le coude depuis des semaines s'activerait, gelant chaque compte instantanément. Et ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que le rapport d'expertise de Nadia et l'enquête de la police judiciaire qui l'avait corroboré avaient déjà été partagés, par l'intermédiaire du contact de Gaspard à l'autorité des marchés financiers. Avec les agents de la police judiciaire qui montaient leur propre dossier contre Denis Laurent depuis près d'1 an. Ils n'avaient pas besoin de mon tuyau pour savoir qui il était. Ils avaient besoin de savoir où il serait. Gaspard a reçu l'appel d'un huissier de justice lyonnais un peu après 18h ce soir-là. Margot s'était avancée vers le comptoir de Qatar Airways dans le terminal 1 de Lyon-Saint-Exupéry, carte de crédit en main, et l'avait regardée être refusée. Puis une deuxième carte, puis une troisième. Alors qu'elle restait là, de plus en plus paniquée, essayant de comprendre pourquoi tous les comptes auxquels Denis et elle avaient accès avaient été bloqués au même instant. 2 agents de la police judiciaire de Lyon se sont approchés du comptoir et ont demandé à Denis Laurent de s'écarter pour discuter. Il n'a pas fui. Il n'y avait nulle part où s'enfuir, debout au milieu d'un terminal international, une carte d'embarquement à la main, et un mandat d'arrêt l'attendant dans 3 régions différentes. Margot, selon Gaspard, qui a appris la majeure partie de tout cela par l'huissier de justice, lequel lui a signifié à la fois la demande de divorce et l'ordonnance restrictive en plein milieu du terminal, est resté figé à côté de ses propres bagages. Tandis que les inspecteurs emmenaient l'homme pour lequel elle m'avait quitté, regardant un plan qu'elle pensait avoir exécuté à la perfection s'effondrer en moins de 4 minutes. Elle n'a pas été arrêtée ce soir-là. Elle n'avait pas commis d'infraction pénale grave. Du moins pas une que les procureurs étaient intéressés à poursuivre directement contre elle, bien que ses virements bancaires au cercle de richesse et l'évasion au cours des 11 mois précédents finiraient par devenir des preuves clés dans l'affaire contre Denis. Mais elle a reçu une assignation, devant des agents d'embarquement et une file de sécurité remplie d'inconnus, avec une demande de divorce, une ordonnance restrictive gelant chaque actif auquel elle pensait avoir encore accès. Et une carte du commissariat du Rhône lui indiquant exactement qui appelait si elle avait des questions sur l'un ou l'autre. Elle n'est jamais arrivée à Doha. Elle n'a jamais dépassé le point de contrôle de sécurité du terminal 1. Je veux vous raconter ce qui s'est passé au cours des mois suivants car je pense que cela a tout autant d'importance que l'épisode de l'aéroport. Le rapport d'expertise de Nadia est devenu un élément central.
à la fois dans l'affaire de fraude pénale contre Denis Laurent qui attend actuellement son procès et fait face à des chefs d'accusation qui pourraient l'envoyer derrière les barreaux pour près de 15 ans étant donné le nombre de victimes dans 4 régions et pour ma propre procédure de divorce. Gaspard a plaidé avec succès que la dissipation documentée par Margot des actifs matrimoniaux dans une fraude à l'investissement non enregistrée, combinée à sa décision d'abandonner un conjoint se remettant d'une intervention chirurgicale majeure dans une propriété isolée et recouverte de neige, sans aucun moyen de communication ou de transport, constituait un motif plus que suffisant pour une répartition disproportionnée de nos biens communs selon le droit français. Le juge lui a donné raison. Margot est sortie de 11 ans de mariage avec environ 9% de ce qu'une simple répartition 50 à 50 lui aurait donné. Aucune prétention, quelle qu'elle soit, sur la fiducie que Gaspard avait structurée des mois avant que tout cela ne devienne public, et une facture d'honoraires de son propre avocat qui, selon les personnes de notre ancien cercle social de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or qui me parlent encore, lui a pris la majeure partie d'une année à rembourser. Elle a vendu sa moitié de la maison de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, a emménagé dans une location à Villefranche-sur-Saône, et aux dernières nouvelles, elle travaillait à nouveau dans la location immobilière, de retour à son point de départ avant qu'elle ne décide que notre mariage ne lui suffisait plus. Gauthier Lemaire m'a appelé le matin où l'histoire a éclaté dans Lyon Décideur, un court article sur une arrestation pour fraude en valeurs mobilières à l'aéroport de Lyon impliquant un coach en investissement autoproclamé, et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai répondu que oui, et il a ri. Le genre de rire qui vient d'un homme qui a vu beaucoup de gens s'effondrer pour bien moins que ça. Ton père aurait géré la situation exactement de la même manière, m'a-t-il dit. En silence, puis tout d'un coup. Venant de Gauthier, qui avait connu mon père à l'époque où le groupe Châtelain et l'ancienne société de courtage de fret de mon père s'échangeaient des recommandations dans les années 90, cela signifiait plus pour moi que presque n'importe quoi d'autre qui m'ait été dit durant toute cette année. Ma démission du groupe Châtelain, celle que j'avais déjà amorcée avec Gauthier des semaines avant que tout cela n'atteigne son apogée, s'est concrétisée ce printemps-là, exactement comme prévu. Mes parts se sont converties en un paiement structuré qui, combiné à la fiducie que Gaspard et moi avions mise en place, m'a donné plus d'indépendance financière à 41 ans que la plupart des gens n'en connaissent en une vie entière. Je n'ai pas quitté le groupe Châtelain en colère ou vaincu. Je suis parti parce que j'avais déjà décidé, bien avant que Margot ne prenne sa décision à ma place dans l'allée de ce chalet, que je voulais construire quelque chose à moi, quelque chose qui ne nécessitait le nom de personne d'autre sur les papiers. 6 mois plus tard, j'ai ouvert un petit cabinet de conseil en logistique dans un bureau du quartier de Confluence, travaillant avec le même genre d'opérateur de taille moyenne qu'était le groupe Châtelain avant qu'il ne devienne une grande entreprise. Et pour la première fois depuis des années, chaque décision de ma vie professionnelle est prise entièrement selon mes propres termes. Je possède toujours le chalet aux Rousses. Le père de Margot nous l'avait techniquement laissé à tous les deux, mais l'accord de divorce m'a directement transféré sa part, une partie de ce que Gaspard a appelé « le coup de laisser un homme mourir de froid ». Henri Dupont passe toujours y jeter un coup d'œil chaque hiver. Et en décembre dernier, j'y suis allé moi-même, seul, lors d'un week-end où je n'avais aucune raison urgente d'être ailleurs. Juste pour m'asseoir à nouveau sur ce porche et me rappeler ce que cela faisait de regarder des feux arrière disparaître dans la neige et de savoir avec une certitude absolue que j'allais m'en sortir. Ma sœur Claire, qui est arrivée de Toulouse en avion la semaine où tout ce qui concernait la police judiciaire et les tribunaux est devenu public, m'a dit quelque chose auquel je pense souvent. Elle m'a dit que la version de moi avec laquelle elle a grandi aurait couru après cette voiture dans l'allée en hurlant, et peut-être qu'une ancienne version de moi l'aurait fait. Mes 11 ans à diriger les opérations d'une entreprise qui transporte du fret à travers 9 régions vous apprennent que les personnes qui gagnent ne sont pas celles qui réagissent le plus fort. Ce sont celles qui ont déjà 3 longueurs d'avance avant même que les autres ne se rendent compte qu'il y a une course. Je ne sais pas à quoi pense Margot, seule dans cette location de Villefranche-sur-Saône, lorsqu'elle se souvient d'être restée debout dans le terminal à regarder Denis Laurent se faire emmener menotter pendant que ses cartes étaient refusées les unes après les autres. Je ne passe pas beaucoup de temps à me poser la question. Ce que je sais, c'est que j'ai passé 12 jours à me remettre d'une opération dans un chalet dans la neige, et je n'ai jamais regretté, pas une seule fois, le calme que j'ai ressenti en regardant ces feux arrière disparaître. Parce que je savais déjà exactement ce qu'il attendait au bout de cette route. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a rappelé que la personne la plus silencieuse de la pièce est parfois la plus dangereuse, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton j'aime avant de partir. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous auriez fait différemment à ma place. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous car d'autres histoires comme celle-ci arrivent. Des histoires sur des gens qui ont l'air calmes de l'extérieur parce qu'ils savent déjà comment l'histoire se termine.
En attendant la prochaine fois, rappelez-vous que la patience n'est pas une faiblesse. C'est parfois l'arme la plus tranchante que vous possédez. Et, c'est moi. Je voulais juste intervenir une seconde avant que vous ne partiez. Je lis tellement d'entre vous dans les commentaires à propos du moment de votre propre vie où vous avez dû décider s'il fallait exploser de colère ou plutôt vous organiser calmement et discrètement. Et honnêtement, ces commentaires sont la moitié de la raison pour laquelle je continue à faire ces vidéos. L'histoire d'Alexandre m'a frappé de la même manière que beaucoup des vôtres. Cette idée que la réponse la plus forte à la trahison n'est pas toujours la plus bruyante. Si vous avez une histoire de ce genre, même petite, laissez-la ci-dessous. Je lis absolument tous les commentaires, même quand je ne peux pas répondre à tous. Et si cette chaîne fait désormais partie de votre semaine, abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui arrive. On se voit dans la prochaine.